Une nouvelle histoire, un roman policier de la réalité sociale marocaine. Fatima Raled est une jeune belle-fille venue de Ouazzane à Rabat après avoir obtenu son baccalauréat avec mention. Elle a choisi de poursuivre ses études en pharmacologie. Elle a réussi l'examen et commence à étudier avec un grand espoir qu'un jour reviendrait à sa petite ville, Ouazzane, pour contribuer à soulager la douleur des patients. C'était un beau rêve qu'elle avait depuis l'enfance. Alors que nous profitions de nos premières années d'école, beaucoup d'entre nous rêvaient de devenir médecins, professeurs ou pilotes, et de devenir professionnels dans tous ces nobles métiers. Fatima, alors qu'elle était dans son école primaire à Ouazzane, était une de ceux qui héritent de ces rêves de génération en génération. En 2004, Fatima a fait des progrès significatifs dans son parcours académique. Elle est maintenant au début de sa dernière année. Bientôt, le rêve deviendra réalité. Le soir du 25 octobre, Fatima passait près de la gare routière. Quand une voiture noire s'est arrêtée à côté d'elle, le conducteur de la voiture était un jeune homme avec des lunettes noires sur les yeux. Deux autres hommes avec lui l'ont attrapé et l'a fait rentrer à la voiture. Elle a essayé de crier, mais les passants ne faisaient pas attention de ses cris malgré leur abondance. Elle était sur le siège arrière car la voiture roulait à grande vitesse. Fatima se souvient que ses ravisseurs avaient pris la direction de la route de Casablanca. Elle tentait de les convaincre qu'elle ne faisait pas partie des filles du trottoir. Que ses ravisseurs abritent tout ce qui peut lui venir à l'esprit du mal. Maintenant, elle n'a d'autre choix que de les suivre et d'essayer de collecter autant d'informations que possible sur ses ravisseurs et sur la destination vers laquelle ils se rendent. Elle a fait tous ses forces pour cela. Le conducteur aux lunettes noires dans la voiture a ordonné à ses compagnons de mettre un bandeau sur les yeux de Fatima. Il lui a semblé qu'il était leur chef. Elle ne peut plus voir. Fatima a senti qu'ils empruntent une route non goudronnée. Elle a essayé de connaître la distance en comptant son rythme cardiaque lorsqu'elle a compté 526 battements. La voiture s'est arrêtée. Elle a entendu le bruit d'une porte en fer qui s'ouvrait. Le rugissement du moteur de la voiture s'est arrêté. On lui a demandé de rester calme si elle voulait rester en vie. C'étaient 4 jeunes. Ils l'ont violée à tour de rôle et ont appelé un 5e pour les rejoindre. Ils l'ont brutalement violée pendant 3 jours. Ils l'ont gardée à tour de rôle pour qu'elle ne puisse pas s'échapper. Ils ont décidé de se débarrasser d'elle et, au moment où ils l'ont amenée les yeux bandés, ils l'ont fait sortir de ce lieu de détention. Les yeux bandés, et monta dans la voiture. Il ouvrit la grande porte en fer, puis la voiture s'engagea sur la route non goudronnée et s'engagea sur la route goudronnée, puis elle fila rapidement dans une des rues de la ville de Témara. Ils ont jeté Fatima par terre et prendre la route. Fatim la pauvre se rendant compte qu'elle est mainte libère, elle a pensé à se rendre à Ouazzane pour informer sa famille de ce qu'elle avait subi, mais elle a vite laissé tomber cette idée. Comment pourrait-elle raconter à sa famille la disgrâce qui lui est arrivée? Elle décide alors de se rendre à la gendarmerie. Le gendarme qui l'a reçu lui informèrent qu'elle devait lui donner les noms des personnes qui l'ont enlevée puis violée et préciser l'adresse du lieu où tout cela s'est passé puis joindre le tout avec un certificat médical prouvant qu'elle a été violée. Imaginez le fait de cette réponse sur le moral de la jeune fille comme Fatima, elle qu'il y a quelques heures à peine, elle a été exposée à la chose la plus horrible qu'elle puisse vivre une femme. Fatima considérait ce que les gendarmes lui disaient comme une honte et abomination à son égard, alors elle décida de demander l'aide d'un avocat,
espérant qu'il trouverait un moyen facile d'arrêter et de poursuivre les auteurs. Mais l'avocat lui informe de même processus que lui a expliqué le gendarme, et c'était une autre honte. Maintenant elle connaît que les voies légales pour obtenir ses droits de ceux qui l'ont agressée sont semées d'embûches, et elle a donc décidé de prendre la direction opposée. Elle a décidé de venger sa dignité, à quoi qu'il arrive. Quoi que cela lui coûtera. Elle n'a plus grand-chose à perdre, elle a perdu sa virginité et elle n'a plus la possibilité de retourner à Ouazan pour réaliser son rêve d'enfance. Fatima est rentrée chez elle, a rassemblé ses forces et a commencé à planifier de rejoindre ses ravisseurs le matin d'octobre. Le 29, 4 jours après le drame de son enlèvement. Elle portait des vêtements que ses ravisseurs ne pouvaient pas la reconnaître. Si elle les rencontrait, elle prenait la direction de l'endroit où elle avait été détenue et violée. Elle atteignait l'endroit où ses ravisseurs s'arrêta pour lui mettre un bandeau sur les yeux. À 526 battements de son cœur, elle était près d'un grand portail en fer, le portail de la maison où elle était détenue, et des membres de gang se relayaient pour la violer. Elle éprouvait un sentiment étrange mêlé de colère et de peur extrême. Elle voulait savoir qui était le propriétaire de la maison, et comme elle se demandait, son regard s'est posé sur le boîtier du compteur électrique. Elle l'a approché dans un numéro de série de l'abonné. Elle a noté le numéro sur un papier puis elle a retourné à Rabat. Dans sa chambre plongée dans ses pensées, maintenant elle veut savoir à qui appartient le numéro d'abonnement. Fatima était une jeune femme aux mœurs élégantes. Son bon traitement des employés de la compagnie de distribution d'électricité qui vient à la fin de chaque mois extraire les factures. Le lendemain elle lui demande par respect une faveur, lui donner des informations sur le propriétaire de numéro d'abonnement. Elle lui a dit. Un jeune homme lui a démendé sa main, et depuis elle ne savait rien de lui. Elle a enregistré le numéro d'abonnement pour le raccordement électrique et elle souhaite obtenir des informations supplémentaires sur sa famille. Au bout de 2 jours, l'employé de la société de distribution d'électricité et d'eau est venu avec des informations précieuses. Il lui a donné le nom complet du propriétaire de l'abonnement. Maintenant, elle est au début de la route pour poursuivre le chef du gang qui l'a kidnappée et violée et a détruit sa psyché et détruit ses rêves. Elle doit maintenant réfléchir 100 fois encore et encore. Elle avait donc resté à sa chambre pendant 2 jours pour préparer les détails du plan qu'elle va suivre pour sa vengeance. Elle émouvoir durant ces 2 jours, retraçant sa vie, étape par étape, depuis son enfance à Ouazan et ses rêves étranges jusqu'à la faculté de pharmacie de Rabat. Fatima a organisé un arrangement précis pour les membres du gang, en commençant par la propriétaire de la voiture noire avec les lunettes noires. Sera-t-elle capable d'atteindre ses objectifs afin d'être pratique dans ses plans? Le 3e jour, elle s'est déguisée en un homme mendiant. Elle portait une robe usée et portait un sac en plastique. Elle tournait autour de la poubelle la plus proche de l'adresse qu'elle avait obtenue de l'employé de la société de distribution d'eau et d'électricité. Elle était en mission pour surveiller les lieux, surveiller la maison. Et le voilà passant devant elle, il la vit comme un mendiant fouillant dans la poubelle. Elle surmonta l'explosion de colère qui en elle. Elle savait que celui qui avait détruit sa vie et déchiré ses rêves s'appelait Mourad. Elle est partie. Fatima est retournée dans sa chambre dans sa solitude. Elle a dessiné les détails restants de la prochaine étape. Ce jour-là, quand le temps a tendance à être froid, Fatima portait ses vêtements habituels comme elle l'était le jour où elle a été kidnappée. Elle a délibérément regardé comme ça.
Elle a rassemblé ses forces et est allée chez Mourad. Portant les 2 lunettes noires dans le cadre de la cloche à la porte, elle a lu la famille de Ben Othman. Maintenant, elle sait que son nom complet est Mourad Ben Othman. Elle appuya sur la cloche, l'un des gardes ouvre la porte et lui dit « Tu demandes qui ?» Elle a dit qu'elle voulait Mourad Ben Othman et qu'elle était sa fiancée. Elle a décidé de lui donner un choc violent, perdant toute capacité à organiser ses pensées. Quelques secondes plus tard, Mourad est apparu à la porte. Lui demande de rencontrer ses parents pour trouver une solution à ce à quoi elle a fait lui et ses 4 amis. Mourad, cette bête humaine, s'est soudainement transformé en une personne douce qui négociait afin de persuader Fatima de s'abstenir de rencontrer ses parents. Il a accepté de discuter les choses calmement, il n'avait d'autre choix que d'accepter. Il sortit la voiture noire du garage, la conduisit à côté de lui et prit la route de la plage, mais elle le surprit en lui demandant d'aller à la maison où elle a été violée et humiliée. Il a souri de joie. Sur le chemin, elle lui a demandé acheter des boissons pour la séance de dialogue tranquille entre eux. Peu de temps après, ils étaient à l'intérieur de la maison. Elle a apporté 2 verres de la cuisine dès qu'elle est assise sur la chaise en face de lui, il a retrouvé sa brutalité. Violence, mais cette fois elle était prête à l'affronter rapidement. Sur la chaise elle lui surprit, on lui l'initie avec une goutte saturée d'une substance narcotique et qu'elle la pose sur sa bouche quelques secondes plus tard jusqu'à ce qu'il tombe par terre immobile. Elle l'entraîna dans la pièce où il l'a violée. Elle l'a jeté sur le lit, puis l'a dépouillé de tous ses vêtements et avec une corde solide, elle l'a amené avec elle. Elle s'est alors assise à côté de lui en attendant qu'il se réveille et supprime l'effet de l'anesthésie peu à peu. Mourad Ben Othman a repris conscience et s'est rendu compte qu'il était attaché et ne pouvait pas bouger. Il l'a supplié comme Fatima les a suppliés quand ils l'ont kidnappé et quand ils l'ont violé, mais à propos de ce qu'il disait, et de son sac à main elle a sorti un magnétophone. Sait-elle l'heure de vérité? Maintenant, elle veut l'interroger et enregistrer tout ce qu'il dira. Son but n'était pas de remettre la bande à la police, mais son but était les informations qu'elle va lui dire de ses amis qui ont participé à son enlèvement. Elle lui a demandé de lui donner leur nom et adresse, mais il a essayé de la tromper, mais elle était plus intelligente. Sous la lumière de la lampe de la chambre, elle approchée de son visage allongé sur le lit, les mains liées et les pieds étroitement liés, sans aucun moyen de se protéger du tranchant de la lame. Fatima se pencha en tenant la lame entre ses doigts. Le blessa avec la lame sur son ventre. Bientôt, il a commencé à saigner. Il ne se souciait pas de ses cris quand il l'a dépucelé, alors elle a insisté encore et encore jusqu'à ce qu'elle obtienne suffisamment d'informations de sa part sur ses complices pour l'avoir violé et humilié. Au fil du temps, les blessures saignantes avaient couvert des zones importantes de corps nu. En sortant de la piste, Fatima a écrit sur le mur. Un 5e, elle ferma la porte de la chambre et quitta le domaine. Elle savait que Mourad rendrait l'âme au bout d'un quart d'heure. Elle traversa le chemin par lequel passent les fermiers. Lorsqu'elle sortit à la route goudronnée, elle a pris un taxi et est retournée dans sa chambre à Rabat. Elle avait un mélange de joie et de colère. Après s'être reposée, elle s'apprête à se venger du 2e sur la liste, c'est lui qui l'a giflé. Alors qu'elle suppliait ses ravisseurs, alors qu'elle était à bord de la voiture, elle a appris de Mourad Ben Othman que son nom est Issam al-Souaidi. Lui, quand il marchait, il se pavanait dans sa démarche.
Dans une scène exprimant délibérément son arrogance avec la masse de son corps, elle est l'apostrophe à observer pendant 3 jours avant de passer à l'action. Fatima a remarqué qu'il s'assoit beaucoup dans un café de la rue Halal Ben Abdullah. Il vient au café tous les jours à 4 heures de l'après-midi. Elle a aussi remarqué qu'il demande du thé vert à la menthe tous les jours. Le lendemain, Fatima se vengera pour son honneur de celui qui l'a giflé et participé à son viol. Pendant 3 jours, elle suit ses mouvements maintenant. Le moment de la vengeance contre Issam al-Souaidi, elle a délibérément appliqué un maquillage cosmétique excessif sur son visage pour déguiser et cacher ses traits, se faisant passer pour une vendeuse qui offrait aux visiteurs du café un nouveau genre du dentifrice. Elle attend avant le moment où elle passe à l'action, et lorsqu'elle a vu le serveur du café se diriger vers la table d'Issam portant une plateau à thé, elle a changé le cours de sa tournée parmi les clients du café. Fatima s'approche de Issam et commence à monter ses produits dans un geste rapide. Elle mit des gouttes de poivre dans le verre à thé. Il ne la regarda pas. Il ignora ses produits. Sa main prit la tasse de thé. Il en but une gorgée et la posa sur la table. Le poison que Fatima avait mis dans la tasse n'avait ni goût ni odeur. C'était un poison qui tue. En silence. Elle se retira sans éveiller l'attention et alla dans la salle de bain. Elle se démaquilla et changea de vêtements. Elle sortit puis prit une chaise pas loin de lui. Elle put le voir se tordre de douleur. Elle savait que le poison la déchirait. Ses intestins et que personne ne pourrait l'aider. Il est mort. Le serveur s'est empressé de cacher la théière et la tasse dans laquelle Issam a bu. Lorsque les hommes de la protection civile sont arrivés, ils n'ont pu que constater sa mort avant qu'elle ne quitte le café, profitant de la foule curieuse. Elle est retournée aux toilettes. Avec du rouge à lèvres. Elle a écrit sur le miroir le chiffre 2/5, puis elle est sortie. Elle est retournée à la maison. Il y en a encore 3 sur sa liste. Elle doit se venger de... Le 3e se nomme Samir. Samir al-Fatimi. En revenant à l'enregistrement audio de Mourad Ben Othman, elle a extrait le numéro de téléphone de Samir. Il n'était pas nécessaire de le surveiller. Il viendra tout seul. Elle l'a appelé et lui a dit que son ami Mourad voulait l'emmener avec une autre fille amie à elle. Au domaine de Sidi Yahya. Il n'a pas hésité. Elle lui a donné rendez-vous près de la forêt d'Aroura. Elle est venue une demi-heure avant le rendez-vous. Et le 3e de ses violeurs au domaine de Sidi Yahya. Quand elle l'a vu de au loin, elle sortit vers lui du milieu des arbres en agitant ses mains. Il s'arrêta et lui ouvrit la portière de sa voiture. Il demanda où est l'autre amie. Elle lui dit qu'elle le conduirait là où elle se trouvait. Les traits de Fatima l'ont attirée dans la forêt, et lorsque la voiture s'est arrêtée, elle a affirmé qu'elle s'était soulagée et qu'elle était descendue à proximité. Samir cherchait une cassette de musique dans la voiture. Il se préparait pour une nuit chaude qui l'attendait. À ce moment, elle le surprit en apparaissant devant sa fenêtre de voiture. Il sourit et baissa la vitre. Elle le surprit en pulvérisant sur son visage la même substance qui a été pulvérisée sur le visage de Mourad Ben Othman. Il a essayé de reprendre son souffle, mais elle a versé un demi-litre d'essence sur sa tétée, puis mis le feu. Il criait, et le feu couvre tout son corps, et lui, à cause de la substance narcotique, ne pouvait pas s'en débarrasser. Et elle quitta les lieux, elle se rendit dans une mosquée voisine, elle voulut voir ce qui allait se passer, les pompiers arrivèrent, les flammes ont brûlé de grandes parties de la voiture, Samir était vivant elle.
lorsqu'il est sorti de la voiture en feu, et il a été transporté d'urgence à l'hôpital Ibn Sina. Il a subi des brûlures au 3e degré, mais il était en pleine conscience lorsque Fatima Akit al-Haroura est partie. La police judiciaire était sur l'enquête de 2 autres meurtres. Le premier était le meurtre de Mourad bin Othman, et le second était l'Idessam al-Souwaidi, et elle est maintenant devant une autre affaire, l'affaire de l'incendie de Samir. Avant de partir, Fatima a marqué sur la voiture le nombre 3/5 du 5e, cependant, ils n'ont pas été en mesure de déchiffrer le mystère de ces nombres fractionnaires laissés par l'auteur ou les auteurs sur les lieux du crime. Le général de brigade Abd al-Rahman Dodar a été chargé d'enquêter sur ces crimes qui ont été sérialisés chez le médecin qui supervise le traitement de Samir devrait lui permettre de l'écouter, afin qu'il puisse dire quelque chose d'utile à l'enquête. Le médecin lui a donné la permission. Samir était dans un état de santé très dégradé, mais il a réussi à dire que les 3 sont le groupe de 5 qui a kidnappé une fille qu'il a violée à tour de rôle et qu'elle a commencé à se venger d'eux. Il a été décidé d'interroger les 2 autres, et le général de brigade Podar s'est engagé à convaincre le parquet de les placer en détention provisoire, soit sur la base de leurs aveux, soit en les considérant comme témoins. C'était pour les protéger. 2 jours plus tard, Samir est mort de graves brûlures. Et les informations qu'il a données aux enquêteurs n'ont pas suffi à atteindre les 2 personnes menacées de représailles. Samir a présenté des noms et les noms des ruelles dans lesquelles ils vivent. Pas en arrêtant l'auteur ou les auteurs, et Fatima a insisté sur le fait qu'elle ne se reposerait qu'après s'être vengée de ceux qui restaient parmi les 5. D'autres incidents se sont produits à Rabat qui occupaient la priorité des intérêts de la police, mais Fatima bin Khalid n'a pas changé ce qu'elle avait dans la tête. Elle devait atteindre le 4e sur sa liste. Son nom est Khaled al-Mahatouk. Après des enquêtes qu'elle a faites, elle a conclu qu'il fréquentait l'un des bars bien connus où il dépensait beaucoup d'argent. Certaines des filles se détournèrent de lui. Fatima intervint, elle s'assit à sa table. Au bout de 2 heures, le vin a fait son effet. Elle lui demanda de l'accompagner là où il passait la nuit. Dans les bois et quelque part il s'arrêta. C'est une nuit avec pleine lune. Fatima s'est assise sur le capot de la voiture, elle s'est penchée sur lui comme si elle voulait l'embrasser, mais elle a mis la drogue sur sa bouche et son nez, et bientôt il s'est effondré, il a perdu connaissance. Elle a sorti une corde de son sac. À côté, elle a enroulé la corde autour d'une grosse branche, puis l'a amenée au volant, a desserré les freins de la voiture et l'a déplacée. Le corps de Khaled al-Mahatouk s'est levé et il était presque nu. Lorsqu'il a commencé à regagner conscience, elle lui a dit qu'elle était la fille qu'il avait violée avec ses compagnons. Il était pendu. Sur la voiture, Fatima a écrit le numéro 4/5, puis elle a quitté les lieux. Les intérêts de sécurité ont été ébranlés par le crime grave. Ils avaient trouvé la 5e personne qui a violé Fatima. Elle a essayé de l'approcher, mais elle s'est rendue compte qu'il était sous surveillance. Il avait peur qu'il soit tué, et il a fini par devenir fou. Le 31 mai de l'année 2005 au bureau du général de brigade Abd al-Rahman, une lettre est arrivée. Elle était écrite d'une écriture claire, « Monsieur. Je suis la fille qui a été violée par les membres du gang. Dans quelques jours je serai dans un pays lointain. Je ne retournerai pas dans mon pays. Je resterai loin. » Fatima a signé sa lettre que était scellée à l'aéroport de Casablanca. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de aimer,
Partager et inscrire subscribe à ma chaîne. Merci avec les salutations de Azedine.